Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, cette troisième vidéo de formation dédiée à la découverte d'une stratégie de trading. On va attaquer aujourd'hui donc une troisième stratégie avec des outils naturellement différents, mais dans l'approche assez semblable, dans les grandes lignes de la stratégie que nous avions vue à l'occasion de la deuxième vidéo de formation sur la stratégie trading. Autrement dit, et avant toute chose, je vais refaire globalement la même introduction parce que on va être globalement sur les mêmes grands axes, c'est-à-dire que nous allons faire ce webinaire, cette présentation, cette formation sur Xstation, mais en rappelant qu'il s'agit avant tout d'un exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune stratégie qui soit un absolu en trading, c'est pour ça que c'est la même introduction globalement. Je dirais le même rappel de fond qu'à l'occasion des deux précédentes vidéos. Il n'y a pas d'absolu en trading. Cette stratégie peut naturellement être affinée selon vos besoins, selon vos critères personnels. Aucune stratégie ne vous garantira 100% de réussite. Il faut être très clair là-dessus. Ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est le titre de cette diapo, de cette slide. Et ce que l'on va faire aujourd'hui, un petit peu à l'image de la précédente vidéo, c'est une combinaison entre un actif et une unité de temps. Moi, j'invite systématiquement à s'intéresser surtout au niveau de l'analyse technique aux plus grandes unités de temps, c'est-à-dire à minimiser le nombre de signaux, donc sous-entendu à privilégier la qualité à la quantité, à ne pas appliquer l'analyse technique sur de toutes petites unités de temps pour multiplier les signaux, parce que là, on va surtout multiplier les faux signaux. Donc, comme pour la deuxième vidéo, on sera aujourd'hui en H4. On sera également sur le DAX 30, sur l'indice allemand en termes d'actifs, mais là, ça a peu d'importance. L'actif, je dirais à proprement parler, là où j'insiste beaucoup plus, au-delà du simple actif, parce qu'on pourrait faire globalement la même formation sur euro-dollar, par exemple, ou sur l'or. Ce qui m'intéresse bien au-delà de l'actif, c'est surtout l'importance de l'unité de temps. Une grande unité de temps, ici le H4. Généralement, je déconseille, et vous le savez par rapport à mes autres contenus, à mes autres formations, je déconseille d'aller en dessous du M30 pour appliquer l'analyse technique. Voilà. Premier point, premier outil, je dirais, technique que l'on va utiliser aujourd'hui et qui est commun globalement à la plupart de mes vidéos de formation parce que pour moi c'est un repère central, c'est évidemment l'outil que l'on appelle les retracements de Fibonacci. Et contrairement aux autres vidéos, là par contre on va utiliser trois autres outils que nous n'avons pas vus jusqu'à présent. Une EMA, alors une EMA c'est tout simplement l'acronyme de moyenne mobile exponentielle, acronyme ici en anglais. Effectivement, si on veut, si on veut le mettre l'acronyme en français, on aurait mis MME que l'on retrouve également, mais disons que l'acronyme anglais EMA est un peu plus courant. 25 entre parenthèses, tout simplement parce que c'est la période, c'est-à-dire qu'on va travailler aujourd'hui avec une moyenne mobile exponentielle de période 25, tout simplement. Alors c'est une petite norme, hein. Si après MME ou MA, entre parenthèses, vous voyez un nombre, un chiffre ou un nombre, c'est tout simplement la période qui va être utilisée. En termes d'oscillateur, puisque j'aime bien dans ces stratégies-là avoir un oscillateur, ce qui n'est pas une condition sine qua non, hein, c'est pas obligatoire, mais moi c'est vrai que j'aime bien pour ces premières présentations avoir un oscillateur. Nous avions vu il y a quelque temps, par exemple, nous avions vu notamment l'ADX. Aujourd'hui, nous allons voir les stochastiques et pourquoi pas, idéalement, mais là je mets bien idéalement, on va chercher à cumuler le tout avec un doji. Alors là, je renvoie évidemment sur la vidéo de formation du doji, pour le dire dans les grandes lignes, pour ne pas trop insister ici sur un contenu qui a déjà été diffusé sur votre espace client et sur notre chaîne YouTube. Un doji, c'est surtout, pour le dire en un seul mot, en une seule petite phrase, c'est un symbole chartiste, c'est une petite formation chartiste qui se représente sous la forme d'un chandelier, idéalement pour lequel le prix d'ouverture est égal au prix de clôture. C'est-à-dire qu'il y a absence de corps, avec autant que possible de très grandes mèches, de très grandes ombres. Et typiquement, ce symbole-là, ce petit outil technique chartiste, vient indiquer un signal d'indécision qu'il convient de mettre en perspective avec le contexte. Hein. Est-ce que il fait suite à une énorme poussée haussière? Est-ce qu'au contraire, il est au sein d'un range, donc il perd peut-être un peu en pertinence? Quelle est l'ampleur des mèches? Est-ce qu'il y a un peu abus de langage dans le cas où il y a un tout petit corps? On peut quand même parler de doji, hein, c'est pas, faut pas être trop sectaire non plus. Tout ça, c'est à juger au cas par cas. Voilà, mais là, je rentre pas plus dans le détail, je vous renvoie surtout sur la vidéo du même nom, qui est d'ailleurs fondue, qui est une vidéo en deux temps, puisqu'elle est également fondue avec celle sur les haramis. Voilà. Alors, on va arriver sur Xstation, voici. On va tendre vers cette représentation-là. Alors évidemment, on va pas attaquer tout de suite, je dirais, avec cette représentation-là. Je vais naturellement partir d'un graphique vierge, mais j'aime bien présenter en amont, habituellement, à quoi
va ressembler, enfin quelle sera l'allure, je dirais, de la stratégie que l'on va appliquer aujourd'hui. On retrouve bel et bien les trois premiers éléments, les retracements de Fibonacci, la moyenne mobile de période 25, le MA25, il suffit de double-cliquer dessus, on est effectivement sur du 25. Les stochastiques, mais pas avec le paramétrage par défaut de X-Station, mais avec celui de MetaTrader, ça j'y reviendrai dans quelques instants, c'est-à-dire que la K-période n'est pas à 5 mais à 15. Et quatrième élément, mais là c'est un peu plus fin, on peut trouver effectivement des dojis qui en dézoomant ainsi ne sont pas forcément tous visibles à l'œil nu, on va dire, donc là on traitera un petit peu au cas par cas. Bon. On va donc arriver sur la représentation vierge, qui est exactement la même au niveau de l'allure du prix. On a bel et bien là aussi le DAX 30. J'insiste sur le fait que ici le choix de l'actif n'a pas d'importance par rapport à la stratégie. Après c'est une question d'habitude pour moi parce que c'est mon actif de prédilection. Ce qui est très important de mon point de vue, c'est l'unité de temps. On est bel et bien là aussi en H4, en haut à gauche de la plateforme. Alors H4, j'aurais pu me mettre sur n'importe quelle unité de temps au-dessus du M30. Peut-être pas en weekly ou en monthly, parce que là, effectivement, on privilégierait très peu de signaux, de très bonne qualité, mais peut-être qu'en monthly, on en aurait qu'un ou deux par an. Donc, bon, il convient quand même de trouver un juste milieu, un bon petit compromis, et pourquoi pas justement via le H4 ou le D1. Alors, premier point, et comme toujours, avant de présenter vraiment la stratégie, je vais rappeler où trouver les différents éléments. C'est toujours bon de faire ce genre de petit rappel. On va commencer de mon point de vue un petit peu en guise d'entonnoir par l'élément contextuel le plus large avant d'arriver sur le plus petit qui sera naturellement le doji. On va attaquer donc avec les retracements de Fibonacci, naturellement que l'on va retrouver sur la partie gauche de mon écran, au niveau de la colonne chartiste, un petit peu au milieu de la colonne chartiste sous l'onglet FN. On va cliquer sur les retracements de Fibonacci. Hop. Je vais sélectionner, alors, les récentes sessions d'ailleurs de live trading ont pour point haut et pour point bas au niveau de mes fibos précisément ces points-là. Alors vous vous souvenez, moi j'ai plutôt tendance à privilégier les fibos basés sur le corps et non pas sur l'ombre, parce que pour moi l'ombre encore une fois, et c'est tout le sujet en partie aujourd'hui avec les dojis, ça signale d'indécision. Alors je suis parti évidemment de la tendance primaire qui est baissière, en l'occurrence, mais ça a peu d'importance, le détail ici parce que c'est un contenu, c'est une vidéo qui peut être vue potentiellement dans 2 ou 3 ans. Donc ces points-là seront complètement obsolètes au moment où je fais ce webinaire. Donc ce 17 juillet 2015, le point haut historique typiquement du DAX est à 12 426. Donc naturellement, si la vidéo venait à être vue dans quelques mois, quelques années, ce serait obsolète. Malgré tout, le point haut que j'ai sélectionné ici est celui en H4 toujours du chandelier, le dernier de la séance du 10 avril, donc globalement de 20h, indiqué à 20h, et le point bas beaucoup plus récent de la date à laquelle je fais cette formation est celui de 20h également, de 8h pardon, de 8h de 20h, autant pour moi, voilà on va y arriver, de 20h le 8 juillet, voilà, globalement j'ai ma tendance primaire totalement baissière, mon point de 100% de retracement de Fibonacci en haut, et de 0% de retracement de Fibonacci en bas. Voilà. Donc on va être clairement sur ce contexte-là. Le 100% en haut, le 0% en bas. Globalement, ça correspond aux cotations respectivement de 12 420 et de 10 700. On a quand même une énorme amplitude. Littéralement, on a ici une amplitude de 1700 points. Donc c'est quand même assez colossal. Sur relativement peu de temps. Encore une fois, du 10 avril 2015 jusqu'au 8 juillet 2015, une amplitude de 1700 points. Donc malgré tout, c'est assez colossal. On a du mal en soi peut-être à se le concevoir parce qu'on est en plein dedans. Mais effectivement, ça reste des amplitudes très fortes et relativement rares sur aussi peu de temps. Bon, premier élément, c'est placé. Deuxième élément, très simple. Je vais taper EMA, ou alors je pourrais taper moyenne mobile, peu importe, dans mon cadre technique dédié à cet effet sur Xstation. Alors par défaut, j'arrive sur ce paramétrage-là, une période de 14. Bon, c'est un choix, c'est pas la seule période, c'est l'un des rares outils où on peut retrouver plusieurs paramétrages qui sont vraiment très partagés, très communs. En l'occurrence, moi j'aime beaucoup travailler avec une période de 25. Pour des raisons visuelles, mais là c'est purement visuel par rapport au fond de mon graphique, je vais mettre ma moyenne mobile en noir. Alors, on peut effectivement travailler sur ce que l'on va moyenner. Est-ce que c'est le prix de clôture, d'ouverture, de point haut, de point bas? En l'état, le plus courant, ça reste quand même celui de clôture. Donc là, je vous invite à ne pas y toucher. Bon, on valide notre moyenne mobile. Je zoome un petit peu en H4, puisque là, je vais commencer à me rapprocher de la détection des dojis. Donc effectivement, il va falloir que je zoome un petit peu. Troisième point, les stochastiques. Donc le cadre qui va apparaître en bas de ma représentation, sous la forme d'oscillateur.
Avant toute chose, là aussi pour des questions un peu personnelles, de préférence, je vais simplement changer la couleur du main et du signal, donc en vert un peu plus foncé, en rouge un peu plus foncé, mais là c'est juste pour les faire ressortir un peu mieux que sur la représentation par défaut. Par contre, je vais me baser, et là les utilisateurs de MetaTrader voient ce que je veux dire avec la représentation par défaut sur Meta, qui est à K période de 15, la période de K est de 15, alors que sur Xstation, elle est de 5. 5, le problème c'est qu'on va multiplier les signaux et donc potentiellement avoir faux signaux. Moi je vous invite à respecter ce paramétrage, K sur 15 périodes, D sur 3 périodes et le slowing sur 3 également. Voilà, c'est bon pour moi. Tac, je réduis un petit peu visuellement mon cadre de stochastique. Il me manque 2 lignes pour indiquer les zones de surachat et de survente. Alors pourquoi de surachat et de survente? Parce qu'il faut rappeler quand même que les stochastiques, c'est un oscillateur borné. Donc un petit peu à l'image du RSI, mais sur des valeurs différentes. Le RSI, on va distinguer une zone de surachat entre 70 et 100 et une zone de survente entre 0 et 30, alors que dans le cas du stochastique, plus généralement, on va distinguer une zone de surachat entre 80 et 100 et une zone de survente entre 0 et 20. Voilà. Globalement, je commence à avoir à peu près tout. Il ne me manque qu'un élément qui va être celui d'une détection au cas par cas chartiste pour les dojis. Voilà, donc les dojis, bah, évidemment, ça va dépendre de la zone qui va m'intéresser. C'est-à-dire que je vais faire un travail préliminaire au niveau de la détection de mes signaux entre les stochastiques, la moyenne mobile et un objectif fixé par le retracement de Fibonacci. Et en conséquence, dans le petit contexte que j'aurai détecté au niveau de ma stratégie initiale, je verrai si idéalement je peux y associer également un doji. Voilà, là j'ai bâti tout cela en H4. Rien ne m'empêche d'aller sur une unité de temps inférieure. Je vous invite quand même à rester au-dessus du M30, typiquement sur du H1, même si j'ai bâti ma stratégie en H4, pour avoir par exemple des retracements de Fibonacci, ce qu'on appelle les zones d'accumulation du prix, des supports de résistance très pertinents parce qu'ils sont très espacés et correspondent vraiment à des niveaux, on va dire, auto-prophétiques pour reprendre un peu le contenu des autres formations. Donc je suis passé en H1. Alors certes, je vais un petit peu multiplier les signaux par rapport au H4, mais dans des proportions quand même tout à fait raisonnables. Je tombe pas sur le M1 hein, ici quand même. Bon, je suis ici en H1. Le but du jeu va être assez simple entre guillemets. La première chose que je cherche à faire, c'est de me mettre dans un contexte. Pour moi, le contexte, au-delà des retracements de Fibonacci qui viennent m'indiquer mes objectifs inférieurs et mes objectifs supérieurs sous la forme de support de résistance, le contexte tendanciel, le contexte dit de tendance, va m'être indiqué naturellement par ma moyenne mobile exponentielle. Alors en H1, ou même, allez, si on veut prendre un peu plus d'exemples pour cette formation, je vais volontairement passer en M30, mais par contre, encore une fois, je vous déconseille d'aller en dessous du M30. Bon, comme d'habitude, on va prendre quelques bons exemples, quelques signaux qui ont marché et quelques échecs, parce qu'il est toujours important de rappeler qu'il y a une part de risque intrinsèque et qu'aucune stratégie, pour reprendre le contenu de l'introduction, aucune stratégie n'est parfaite. Donc, mon contexte tendanciel va m'être donné par ma moyenne mobile exponentielle. Bon, là, depuis quelques temps, évidemment, on est sur une forte accélération haussière. C'est pas plus mal parce que ça va me permettre également de montrer quelques faux signaux. En M30, je sais typiquement qu'entre cette zone, avec la ligne verticale que j'indique ici, donc par exemple entre le chandelier en M30 de 9h le 13 juillet et globalement celle qui m'est indiquée à 11h30 le 16 juillet, j'ai un contexte plutôt orienté à la hausse par rapport à ma moyenne mobile exponentielle. Je dis plutôt parce qu'on a quand même une petite zone typiquement entre le 14 juillet à 9h en M30 et le même jour jusqu'à 16h d'indécision, de calme relatif et potentiellement de retournement baissier. Bon, j'ai ce contexte plutôt haussier. Ce que je vais chercher idéalement au sein de ce contexte-là, ça va être d'avoir au niveau de mes stochastiques un point en survente au niveau de l'évolution des deux représentations des deux courbes de mes stochastiques, les deux étant en survente, sortant à un moment, parce que c'est toujours important de revenir au sein de l'enveloppe, donc de la zone de neutralité, entre 20 et 80, je sors à un moment, toujours dans ce contexte haussier au niveau de ma moyenne mobile exponentielle, je vais sortir à un moment par le haut, c'est-à-dire que visuellement, la courbe verte, sans rentrer dans le détail de la formation intégralement dédiée au stochastique, à un moment, ma courbe verte va passer au-dessus de ma courbe rouge, donc je vais avoir un signal aussi au niveau des stochastiques, dans le contexte haussier de ma moyenne mobile exponentielle. Donc déjà, ça va globalement me donner mon point d'entrée. On peut le tracer avec une petite ligne verticale, typiquement
ici, alors sans oublier qu'en vérité ces signaux-là n'apparaissent qu'à la clôture du chandelier. Donc en fait, il faudrait presque considérer le chandelier suivant pour savoir à quel prix véritablement on serait rentré. Typiquement, j'ai mis ici sur le 14 juillet à 16 heures en M30 un point d'intérêt, un point d'entrée. J'ai ma moyenne mobile exponentielle qui repasse en territoire haussier après avoir eu une petite phase d'indécision dont je parlais tout à l'heure, globalement de 9 heures jusqu'à 16 heures. Donc justement 16 heures ici, ça correspond bel et bien à ma courbe verticale. Une sortie de la zone de survente au niveau de mes deux courbes de stochastique, avec un retournement haussier, tant au niveau de l'allure des courbes, de leur positionnement, je dirais, et de leur orientation en direction de la zone de surachat globalement. Donc là, j'ai mon point d'entrée, qui globalement serait donc sur les 11 480, puisque pour considérer ce signal-là, il aurait fallu attendre que le chandelier considéré sur ma barre verticale, il aurait fallu attendre que ce chandelier soit clôturé, pour être tout à fait précis. Donc, je vais me baser sur le prix d'ouverture du chandelier suivant, qui en vérité est celui donc de 16h30, 11 475, 11 480. Bon, je suis donc haussier sur le marché. Je suis donc haussier sur le marché. Je ne sais pas encore, disons à ce moment-là, à quel niveau je vais sortir. Eh bien, c'est les retracements de Fibonacci, comme d'habitude, qui vont me l'indiquer. Typiquement, je sais que mon niveau supérieur, ça va être mon 50% de retracement de Fibonacci sur 11 560. Autrement dit, je suis rentré sur 480, 475. Évidemment, 11 480, 11 475, je ne précise pas toujours les milliers, hein, c'est assez évident. Donc je suis rentré sur 480, on va arrondir ça à 480, avec un objectif qui d'entrée de jeu était fixé à 560, donc j'avais tout de même 80 points de variation, et le take profit aurait été atteint, je dirais, le lendemain, le 15 juillet, à 16 heures. Le hasard veut que ce soit globalement à la même heure, donc 24 heures après, pour une variation de 80 points dans un marché assez fragile, sans trop de volatilité, sans trop je dirais, de tendance forte. D'ailleurs, on voit bien que ma moyenne mobile exponentielle a failli se retourner à 9 heures et à 9h30 le 15 juillet. Alors, qu'en est-il du stop loss? Bien, au moment où je suis rentré, donc sur 16h30 à 11 480 globalement le 14 juillet, j'aurais très bien pu avoir un risk-reward de 1, c'est-à-dire de considérer que j'ai un objectif haussier 80 points au-dessus de ma tête, donc en partant du principe que si je vais avoir un risk-reward de 1, en sachant que l'opération n'a pas vocation à tenir plusieurs semaines, donc le risk-reward va être assez improbable sur 2 pour une variation aussi faible, eh bien j'aurais très bien pu tabler, soit de manière arbitraire sur un risk-reward de 1, en ayant mon stop loss sur 11 400, soit de manière un peu plus technique, mais là j'aurais abaissé mon risque reward en plaçant mon stop loss sur les 38.2 à 11 360. Voilà. Alors, j'ai une autre manière de mettre mon stop loss, sinon c'est d'attendre que le retournement de la moyenne mobile exponentielle 25 soit acté. Alors quand je dis stop loss, c'est un peu excessif en fait. Un point de sortie aurait pu être tout simplement, pour le dire plus correctement, le retournement de la moyenne mobile exponentielle. C'est-à-dire de ne pas attendre d'attraper les 11 400, dans le cas d'un risk reward de 1, mais d'attendre tout simplement que la moyenne mobile exponentielle se retourne. Autre manière de faire, j'aurais pu également placer initialement mon stop loss sur 11 400, encore une fois risk reward de 1, et rehausser mon prix de clôture, donc ma clôture précipitée avant d'atteindre mon objectif de 50% de retracement de Fibonacci, dès que la moyenne mobile se serait retournée. Donc en gros, mon point de sortie précipité, mon point de sortie non souhaité, qui dans le cas présent n'est pas un stop loss, puisqu'on serait sorti en gain de 10 points, eh bien, aurait pu être à 11 490, c'est-à-dire qu'on serait passé théoriquement d'un point de sortie non souhaité, qui initialement était un stop loss à 11 400, à un point de sortie à 11 490. Alors je dis non souhaité parce qu'évidemment un stop loss n'est jamais souhaitable, mais surtout parce que dans le cas d'une sortie à 11 490, ça n'aurait pas été un stop loss, puisqu'on aurait quand même sorti 10 points de gain. Donc soit en rehaussant, en étant un peu conservateur, j'aurais rehaussé mon point de sortie en ne gagnant que 10 points, soit en tolérant jusqu'au bout mon risk reward de 1 en laissant mon stop loss à 11 400, eh bien j'aurais bel et bien attrapé cet objectif de 80 points à 11 560. Donc typiquement ici, on voit qu'on a plusieurs possibilités indiquant que la stratégie n'est pas parfaite, notamment parce qu'ici on a un risk reward assez limité, parce qu'on a plusieurs portes de sortie selon que l'on soit plutôt conservateur, plutôt spéculateur, selon que l'on tolère
une approche assez limitée. Alors, si on avait voulu un risk-reward de 2, par exemple, rien ne m'empêchait, là aussi, de manière assez arbitraire, sachant que j'avais un take profit à 80 points d'amplitude, rien ne m'empêchait, au moment de l'entrée sur le marché, de placer mon stop-loss à 11 440. Niveau que nous n'avons jamais atteint dans ce cas précis, parce que c'est un joli signal. Donc là, j'aurais pu avoir un risk-reward de 2. C'est vrai qu'on n'a jamais attrapé, entre le moment où je suis entré et le moment où j'ai attrapé les 11 560, c'est vrai qu'on n'a jamais attrapé les 11 440, on les a jamais touchés. Donc quelque part, là, finalement, j'aurais pu avoir un take profit de 80 points, un stop loss de 40 points. Mais ça, c'est un commentaire facile à dire a posteriori, parce qu'on aurait pu même dire, on aurait pu avoir un risk-reward de 8, parce que finalement, on n'a jamais vraiment attrapé les 11 470 au final. Point bas, qui justement est de 11 480, entre mon prix d'ouverture précisément et le take profit. Bon, donc là c'est un commentaire a posteriori. Mais malgré tout, c'est vrai que le risk reward de 2 se tentait. Au-delà, c'est plus du commentaire a posteriori. Alors, où est le doji dans tout ça? Le doji, dans ce cas présent, il est intéressant parce que la moyenne mobile, donc le contexte tendanciel, en fait, c'est retourné à mon profit, c'est-à-dire c'est retourné à la hausse, là où j'ai ma barre verticale. Juste avant, j'avais un contexte un peu mitigé, presque baissier, qui, idéalement, peu de temps avant que on enclenche vraiment cette baisse, parce que malgré tout, on peut parler de légère baisse, parce qu'on est quand même en M30. Ce petit déclin se fait entre 11 465 et 11 415, 11 420. C'est pas rien, hein, c'est quand même une bonne quarantaine de points sur le DAX. Bon, malgré tout, ça n'a pas permis, le marché n'a pas permis d'aller plus loin et donc de vraiment enclencher le retournement baissier de la moyenne mobile exponentielle. Mais idéalement, ce qu'il aurait été très intéressant de détecter, c'est un petit doji juste avant le retournement haussier de la moyenne mobile avec le prix pour nous dire non seulement on n'ira pas beaucoup plus bas, mais en plus on a déjà un signal chartiste qui nous l'indique. Ici, nous ne l'avons pas. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas contraint, on n'est pas obligé d'avoir absolument au moment de rentrer un retournement haussier ou baissier de la moyenne mobile exponentielle. On peut très bien être déjà sur un contexte tendanciel déjà affirmé. Bon, typiquement, je vais prendre un autre exemple. Je regarde juste d'abord s'il est valable. Non, celui-ci n'est pas valable, pas tout à fait, parce que il s'inscrit surtout a posteriori grâce au gap d'ouverture. Évidemment, le gap d'ouverture, c'est une absence de marché, donc on n'aurait pas pu rentrer à proprement parler dessus. Bon, voilà. En tout cas, dans un premier temps, on a détecté un signal assez intéressant. Pas parfait, parce qu'il n'y a aucun signal qui ne l'est. Maintenant, on va s'intéresser à un faux signal et on reprendra un troisième signal un peu plus intéressant, histoire d'avoir un peu tous les cas de figure. Bon, typiquement, j'essaie de chercher un faux signal là-dedans. Oui, j'en ai un très clair. J'en ai un très clair, j'ai pas besoin de chercher très loin hein, d'ailleurs. Je vais décaler ma petite ligne verticale sur la zone d'indécision dont je parlais tout à l'heure. Voilà, typiquement, hop, ici. Un peu plus loin d'ailleurs. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Sur le chandelier, hop, en M30 de 8h30, toujours le 14 juillet. Donc en fait, on va travailler sur la petite zone d'indécision que j'indiquais tout à l'heure, tout simplement. J'ai bel et bien, alors toujours après la clôture, il ne faut pas oublier. Donc en vérité, on serait rentré à la baisse sur le chandelier suivant. Hein. Je le rappellerai. Bon, j'ai bel et bien, à ce moment-là, à l'instant T, un retournement baissier de ma moyenne mobile exponentielle 25 qui passe au-dessus du cours. Auparavant, je suis bel et bien sorti quelques heures auparavant, la veille, le 13 juillet, d'un contexte de stochastique de surachat au profit d'un retournement baissier très très lent, qui s'est affirmé surtout une demi-heure avant mon retournement de la moyenne mobile exponentielle, à 8 heures le 14 juillet, qui s'est notamment confirmé dans la zone de neutralité. Alors attention, parce que comme pour tout oscillateur borné, le fait d'avoir ce retournement-là en zone de neutralité laisse le signal intact, mais quand même lui fait perdre un peu de fiabilité. C'est-à-dire que le signal est quand même bon à prendre, mais comme toujours, il est un peu moins intéressant parce que le croisement a lieu en zone de neutralité, et pas des moindres, hein, presque à mi-chemin. On est sur une valeur de 65, là où évidemment sur cet oscillateur borné compris entre 0 et 100, la médiane est à 50, donc on n'est pas très loin. Donc effectivement, malgré tout, c'est vrai que j'ai ce retournement baissier, mais qui n'est pas optimal parce que il se fait en zone de neutralité. Bon, malgré tout, il y a signal baissier sur mes stochastiques, retournement baissier sur ma moyenne mobile exponentielle 25. Et qu'est-ce que nous avons? 1h30 ouvré, donc 1h30 ouvré, donc sous-entendu à 21h le 13 juillet.
par rapport aux heures de cotation, on a quoi? On a un tout petit doji, presque un yield mineur. Le signal d'indécision donc est présent. Malgré tout, il est très léger parce que j'ai pas beaucoup d'ombre. Un peu plus tôt à 17h le 13 juillet, alors on a le sentiment de remonter, mais en fait il s'est rien passé globalement de 17h à 21h. Là j'ai un doji un peu plus intéressant, qui en vérité n'est pas un doji. Là aussi c'est un petit yin mineur si on veut être tout à fait sectaire, mais j'ai des ombres un peu plus certaines. Donc je commence à avoir en amont quelques signaux de retournement, une moyenne mobile exponentielle qui s'aplanit de plus en plus et qui se rapproche de plus en plus dangereusement du cours. Donc là j'ai quand même beaucoup de signaux, beaucoup d'éléments qui me disent ah ben on va avoir un retournement baissier. Et donc c'est là où c'est important d'indiquer à la fois des bons signaux et des faux signaux, pour rappeler qu'il n'y a pas d'absolu. C'est que typiquement, ben, ça a été un faux signal ici. Parce que je serais rentré sur le chandelier suivant, globalement à l'ouverture, donc sur la cotation de 11 462, en visant le 38.2 de retracement de Fibonacci, donc en visant tout de même une centaine de points de variation, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable au niveau du take profit. En me laissant par exemple pour risk reward de 1, pour prendre le même exemple tout à l'heure donc typiquement les 11 560, ça correspond très bien justement aux 50% de retracement de Fibonacci. Donc là j'ai un potentiel sympa, plus 100 points, moins 100 points, un risk reward de 1. Si je tiens absolument à avoir un risk reward de 2, je peux le faire de manière arbitraire ici, en ayant donc un stop loss sur 11 510 à 50 points d'écart et non pas à 100. Mais les conservateurs, effectivement, se seraient arrêtés pratiquement sur point d'entrée, enfin auraient perdu globalement 10 points en s'arrêtant à 11 450 au premier retournement de la moyenne mobile exponentielle, auraient gagné 10 points en arrêtant à 11 450, un peu comme tout à l'heure pour les plus conservateurs. Donc là, en travaillant sur le premier croisement, le premier retournement de la moyenne mobile exponentielle via le cours. Les plus spéculateurs, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, puisque les plus spéculateurs tout à l'heure avaient gagné un petit peu le jackpot avec 80 points de variation, là, s'ils avaient laissé courir jusqu'au stop loss, alors est-ce que le stop loss est de risk reward de 2, donc ils auraient perdu 50 points, ou alors 100 points. Donc typiquement ici, un faux signal. Très très important de le mentionner pour rappeler que il n'y a pas que des signaux optimaux. Et on va se quitter avec un troisième signal, évidemment cette fois-ci un peu plus intéressant quand même. On va par exemple en H1, donc là je suis passé visuellement rapidement en H1, on va s'intéresser à un signal juste magnifique. Hop, ici même. Le jeudi 9 juillet, alors vous voyez juste en dessous que les Fibonacci étaient en amont, donc ça passe au niveau de mon signal, ça pour le contexte important. Par contre, vous voyez que en gagnant en précision, en passant en H1, on n'est pas exactement sur le même point de corps que sur l'H4. Bon, c'est pour la petite précision, là où j'ai mon curseur. Bref, les Fibos étaient donc en place. Nous sommes le jeudi 9 juillet à 9h du matin. Je suis en H1, je le rappelle. Là, on va avoir un signal absolument démentiel. Bon. J'ai en amont une moyenne mobile exponentielle 25 qui est plutôt orientée à la baisse, il faut bien le dire. Jusqu'à ce que j'ai ce petit retournement au profit d'un petit gap d'ouverture qui d'une part me fait passer à la hausse au niveau de ma moyenne mobile exponentielle, qui d'autre part, au niveau du précédent H4, m'a permis de mettre mon retracement de Fibonacci. C'est un hasard du contexte qu'on soit collé au récent tracé du 0,0% des 10 700 au niveau de Fibo. Donc j'ai ma moyenne mobile exponentielle qui s'est retournée à la hausse. Je ne considère pas le fait que j'aurais pu rentrer à 8 heures, ça m'intéresse pas. On va être un peu jusqu'au boutiste en disant que véritablement le signal ne s'est véhiculé qu'à 9 heures et donc nous serions rentrés au mieux qu'à 10 heures sur le chandelier suivant, sur l'ouverture du chandelier suivant. Malgré tout, comme tout à l'heure, comme pour les deux précédents signaux, j'indique au niveau de ma ligne verticale, eh bien j'indique le point qui commence à sentir assez bon au niveau de mon signal. La moyenne mobile passe en territoire haussier. Juste avant mon chandelier, à 8 heures du matin, j'ai une clôture en doji, un doji parfait, de belles ombres, un corps ridicule. En vérité, il y a un tout petit corps, mais on peut l'associer à un doji, c'est pas choquant. Des ombres qui ont l'air pas très impressionnantes vues comme ça, mais l'ombre supérieure retrace quand même 25 points. L'ombre inférieure un petit peu moins. On est plutôt oui sur du 15-20 points. Bon, rien de bien fou, mais malgré tout, c'est pas négligeable. Je rappelle en plus que le 9 juillet, nous étions dans un contexte assez chargé au niveau du dossier grec. C'est toujours important de le préciser si la vidéo est vue plus tard. Donc j'ai mon doji,
qui m'indique un possible retournement de la tendance primaire, de la tendance précédente qui était baissière, qui se confirme avec le retournement haussier de ma moyenne mobile exponentielle. Mon croisement haussier au niveau des stochastiques, qui comme tout à l'heure ne se fait pas parfaitement en zone de survente, ça c'est vraiment le signal idéal, qui se fait pas très loin du point de 20, qui se fait aller sur 30, 35, c'est pas excessivement loin, en tout cas on va dire on est dans la tranche inférieure, en dessous de 50, le plus proche de 0, le plus loin de 50 étant le mieux dans ce cas-là, évidemment. Donc je n'ai pas une confirmation parfaite des stochastiques, mais j'ai quand même un joli retournement, en territoire assez inférieur. Alors quand j'ai pas un signal parfait, concrètement ça va ressembler à quoi? C'est tout simplement on va alléger un peu les volumes. Quand j'ai un signal parfait, je vais appuyer un peu plus au niveau de mes volumes. Quand j'ai un signal un petit peu imparfait, je vais être un peu plus léger au niveau de mes volumes. Bon, j'ai mon doji, j'ai ma moyenne mobile exponentielle, j'ai mon croisement au niveau des stochastiques. Seulement là, tous les scénarios sont bons au niveau de la sortie. Est-ce que je choisis de sortir au niveau du take profit sur le retracement supérieur à 11 110 sur le 23,6% de retracement de Fibonacci, le retracement de H4, en sachant que je serai donc rentré sur l'ouverture du chandelier suivant en H1, donc à 10 825. Je vous laisse faire le calcul, ça fait à peu près 290 points d'écart, avec entre littéralement 11 110 et 10 820 globalement, 290, c'est énorme comme variation. Le placement du stop loss, là, l'approche conservatrice comme spéculatrice n'aurait pas été respectée dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'aurais pu sortir au niveau de mon stop loss en mettant 0% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire à 10 700. Donc dans ce cas-là, globalement, j'aurais eu un risk-reward un petit peu inférieur à 3. Bon, j'ai pas le calcul en tête, mais on serait sur du 2,7, 2,8, quelque chose comme ça. Ou au contraire, est-ce que je serais sorti au prochain retournement baissier de la moyenne mobile exponentielle, qui n'a pas eu lieu entre le moment où je suis rentré sur le marché et le moment où le take profit a été touché. Voilà, dans les deux cas de figure, quel que soit mon choix à ce niveau-là, c'était bon. Ou même, est-ce que en optant pour un risk-reward arbitrairement fixé à 1, donc en ayant mon stop loss 290 points en dessous, là non plus, il n'aurait pas été touché. Dans tous les cas, on a un signal ici parfait. Alors, il est d'autant plus parfait que il a même été explosé. Là, c'est pour faire une toute petite parenthèse, parce qu'effectivement, c'est relativement rare d'avoir un tel gap d'ouverture. Mais en fait, le 9 juillet à 21h, au moment globalement de la clôture, 22h, le chandelier de 21h à 22h pour le dire correctement, on aurait donc clôturé à 10 964, donc tout de même 140 points au-dessus de mon prix d'ouverture. Mais on n'était pas encore sur le take profit. Le lendemain, ouverture à 8h, blam, explosion de mon take profit, qui en fait aurait été appliqué non plus sur 11 110 mais à 11 200. Donc là, littéralement, sur même presque sur 11 210 pratiquement. Donc là, en fait, je ne serais pas sur du 290 points, mais sur du 390 ou sur du 380 selon si l'ouverture exacte est à 11 206. Bon, en gros, on aurait été sur du 385 points. Bon, là, c'est vraiment une toute petite parenthèse parce qu'effectivement, le gap vous aurait profité. On n'a pas des gaps tous les matins de cette ampleur-là. Là, il y avait un contexte très riche et très favorable au dossier grec. Bon, malgré tout, partons du principe que la tendance primaire se serait poursuivie, enfin la tendance ici haussière, sans gap, bon, on aurait dans la plupart des cas, je dirais, dans le plus logique, dans le plus fréquent, dans le plus commun, on aurait simplement attrapé notre objectif à 290 sur le 23,6 de retracement de Fibonacci. Voilà. Donc là, signal parfait. Hop, tendance baissière avec la EMA. On voit que la EMA ralentit, se rapproche, s'aplanit. Doji, tac, ouverture suivante. Le doji se confirme, belle explosion haussière, EMA qui se retourne, signal propre au niveau des stochastiques, mais pas parfait parce que pas en zone de survente. Et puis des objectifs magnifiques au niveau tant du take profit que du stop loss. Alors, effectivement, là aussi, pour faire écho à la vidéo de formation justement sur les divergences, j'en parle peu ici parce que on va être sur un affinage du prix qui va extrêmement limiter le nombre de signaux. Par contre, si effectivement, dans le cas
idéal, vraiment le signal parfait. J'ai mon croisement, zone de tension sur achat sur vente au niveau de stochastique, mon doji qui précède un retournement de la EMA, des objectifs très nets. Si en plus, dans l'absolu, j'ai une divergence, c'est encore mieux. Divergence haussière, baissière, là je renvoie sur la vidéo de formation du même nom. Alors, ceci est vrai tant pour le RSI que pour le stochastique, d'une manière générale pour n'importe quel oscillateur, qu'il soit borné d'ailleurs ou non borné, mais c'est d'autant plus vrai pour les bornés. Alors après, si on veut aller encore plus loin dans le signal paradisiaque, si cette divergence a lieu lorsque l'oscillateur évolue en zone de tension, alors là, bon, jackpot. Ça permet d'affiner encore plus loin. J'en parle peu parce que c'est tellement peu probable, surtout sur les unités temps dont je parle, à savoir le M30, le H1, le H4, le D1, etc., qu'il est assez peu probable d'en croiser. Voilà, donc on a vu 3 signaux, exactement, globalement comme pour la vidéo sur la DX, enfin sur la deuxième vidéo de stratégie. Un signal moyen, un mauvais signal et un signal exceptionnel. C'est important d'être objectif là-dessus en disant qu'il y a de tout. Au final, c'est une stratégie qui est un exemple, parmi tant d'autres, qu'il va y avoir pour vous, si vous souhaitez l'utiliser, autant de petits paramétrages à affiner soi-même par rapport à ses propres critères de personnalisation. J'en ai évoqué plusieurs par rapport à la possibilité de sortir. Est-ce que je sors avec un risque-reward appliqué arbitrairement? Est-ce que je sors par rapport au retracement de Fibonacci? Est-ce que je sors par rapport à la moyenne mobile exponentielle? À titre purement personnel, j'ai tendance à sortir sur la moyenne mobile exponentielle. Voilà, je le dis très sincèrement. Dans ce cas de figure avec des objectifs assez lointains. On n'est pas sur du moyen terme, on reste un peu à cheval entre le day trading et le swing trading. Donc entre une séance et 2, 3, 4, 5 séances. On n'est pas sur des objectifs qui ont vocation à durer des mois et des mois, à moins de se mettre par exemple en weekly, dans quel cas, évidemment, les retracements de Fibonacci ne se font pas en H4. Voilà. Globalement, cette troisième stratégie. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite naturellement à consulter nos autres vidéos de formation, tant sur notre chaîne YouTube que sur votre espace client. Et naturellement, je vous donne surtout rendez-vous dans les prochaines formations, dans les prochaines vidéos de formation, dans les prochains webinaires. Merci à tous pour votre fidélité et pour votre présence. Rendez-vous à l'occasion des prochaines vidéos. À bientôt.